Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à tous les amis, merci beaucoup pour votre soutien, pour la force que vous donnez à ce podcast qui aujourd'hui a un impact dans plus de 50 pays. Alors merci encore, merci aussi pour vos commentaires et vos questions que nous prenons très à cœur. Aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Arnaud Rioux. Arnaud Rioux, comme vous le savez ou pas encore, mais ça j'en doute, est entre autres chaman, auteur et aujourd'hui il va nous parler notamment du lien que l'on peut faire entre le film qui est sorti récemment Etugen, les peuples premiers et le rôle et l'importance des rituels et des habitudes dans notre vie moderne. Bienvenue Arnaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous consacrer ces quelques minutes pour nous expliquer votre vision dans Etugen et le lien que l'on peut faire, ce que l'on peut comprendre du rôle que jouent encore les peuples premiers dans nos vies de tous les jours et dans les rituels que nous pouvons peut-être instaurer de notre côté, à notre petite échelle, dans nos vies modernes. Avec plaisir, avec plaisir. Eh bien, voilà, c'est une question de toute façon, l'impact que peuvent avoir les sagesses premières sur notre monde moderne qui manque des fois un peu ou beaucoup de sagesse. C'est une vue que j'ai depuis 25 ans maintenant à travers les conférences que j'anime, à travers les stages, à travers les livres, etc. Et puis là maintenant à travers le livre, à travers le film, puisque voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, peut-être parce que j'ai passé de nombreuses années auprès de chamans, de yogis, d'hommes médecine, que ce soit en Inde, au Tibet, en Mongolie ou dans d'autres pays, d'autres cultures, et que nous avons, civilisation un peu moderne, on s'est un peu coupé de nos racines. Et la particularité des peuples premiers, c'est qu'ils sont en lien avec leurs ancêtres, avec leurs traditions. Et donc il y a une forme de sagesse vraiment naturelle qui s'est transmise de génération en génération. Et on pourrait dire que ces peuples premiers, plus ça va, plus ils sont sages. Nous, c'est un peu l'inverse. Comme on s'est vraiment coupé de la lignée, de la tradition, de nos ancêtres, et ben on devient de plus en plus fou. Malheureusement, oui, on le voit malheureusement tous les jours. Et comment peut-on, nous, de notre côté, se dire qu'on va profiter de cette transmission et de cette sagesse à notre petite échelle, chacun un petit peu chez soi et puis ensemble? Je crois que déjà, c'est de prendre conscience la particularité peut-être des peuples premiers, ce qu'on appelle les peuples premiers ou les Premières Nations ou les peuples autochtones, c'est vraiment des peuples qui sont restés en lien avec leur tradition, et la particularité de ces traditions, c'est qu'elles sont très en lien avec la nature, et que donc les décisions qui sont prises, qu'elles soient sociétales, familiales, ont avant tout la préoccupation de se dire est-ce que la décision qu'on prend est bonne pour l'environnement, est-ce qu'elle est bonne pour la famille, est-ce qu'elle est bonne pour notre culture, est-ce qu'elle est bonne pour notre lignée, etc. Nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment perdu, parce qu'on prend beaucoup de décisions qui sont peut-être favorables à notre confort individuel, mais qui sont des drames écologiques. Voilà, on sait que en 3 générations, on a fait plus de dégâts sur la planète que tous nos ancêtres depuis l'homme des cavernes. On sait qu'on a exterminé la moitié des mammifères sauvages. On sait qu'en 2020, il y a autant de plastique dans les océans qu'il y a de poissons. Donc on a vraiment fait tellement de dégâts parce qu'on a une vision à court terme. Et c'est vraiment c'est ça. Ah oui. C'est vraiment la particularité des peuples modernes, c'est qu'on a une vision à court terme. Donc on cherche notre confort, mais le confort qu'on cherche à court terme provoque des drames sur nos lignées à venir dans le long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'on a impérativement besoin de considérer aujourd'hui si on veut donner une chance à nos descendants de survivre harmonieusement. Oui, et dans cette société aussi de consommation, de surconsommation, et peut-être qu'en Europe, on pourrait aussi nous relier, pourquoi pas au celte, au druidisme, bien sûr, aussi avec les peuples qui étaient là.
Oui, parce que aujourd'hui, c'est vrai que dans notre culture occidentale, on s'est beaucoup rapproché des sagesses anciennes, que ce soit les Tibétains et maintenant les Amérindiens, les chamans de l'Amazonie, etc. Parce qu'on s'est, nous, coupé de notre sagesse druidique, mais on avait une sagesse très très puissante. Avant la culture judéo-chrétienne, on avait vraiment une culture celtique, une culture chamanique qui était très proche des mondes végétal, minéral, invisible, et on s'en est coupé pendant 7 siècles, à peu près, depuis le XIIIe siècle, on s'est vraiment coupé de ces cultures, et aujourd'hui on a besoin de retrouver ça. Alors la particularité, c'est pour ça qu'on est si nombreux à s'orienter vers d'autres formes de sagesse orientale, c'est qu'on a peu de traces. Il y en a, mais il y a peu de traces de la sagesse druidique. Elle n'a pas été entretenue naturellement. Donc on a l'impression de faire un peu de l'ethnographie quand on s'intéresse à ça. Là où en Amazonie, par exemple, les sagesses sont transmises du vivant et puis de génération à l'autre. C'est simplement les parents qui éduquent leurs enfants à prendre soin, à respecter les esprits de la rivière, les esprits de l'eau, de la montagne, des animaux, de respecter le vivant. C'est quelque chose qui a vraiment été maintenu, entretenu, et voilà. Chez nous, ça s'est perdu vraiment, et donc on a perdu ce rapport au sacré, ce rapport au respect, et donc on le paye aujourd'hui le prix fort. Donc l'enseignement des peuples premiers, il est très simple, voilà, nous on passe souvent par des formes de spiritualité un peu complexes, mais l'enseignement des peuples premiers, il est très simple. Il est avant tout d'avoir une attitude plus humble, de respect, de prendre en considération le fait que la nature ne nous appartient pas, comme dit Sitting Bull, la nature n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la nature, et donc on peut vraiment changer de regard sur la nature, ne plus être comme un super prédateur, mais comme un habitant parmi d'autres espèces animales, végétales, et que si on veut vivre ensemble, on a besoin de s'intéresser déjà à ces autres espèces, être beaucoup plus respectueux. Ça ne nous empêche pas de chasser, de pêcher, mais de bien prendre en considération l'environnement avant de laisser notre trace, quoi. Et ça, en fait, c'est simplement aussi peut-être prendre le temps de respirer, le temps de se reconnecter peut-être à soi et remettre du lien et de prendre connaissance qu'on fait effectivement partie de quelque chose de tellement plus grand que nous, que ça s'arrête pas à nous. Oui, parce que la relation au temps, chez nous, elle est complètement faussée parce qu'on veut toujours aller très vite. Et donc, on veut préparer, voilà, j'étais dans le désert la semaine dernière, j'étais impressionné de voir le décalage entre la façon de cuisiner dans le désert et la façon de cuisiner chez nous, et le talent qu'ils ont, par exemple, pour prévoir des tagines pour 40 personnes de façon complètement improvisée, sans aucun ustensile, sans aucune cuisinière, en faisant le pain dans les braises et dans le sable, là où nous, qui avons beaucoup plus de matériel, on veut manger de plus en plus vite en faisant de moins en moins d'efforts. Voilà, c'est une généralité, bien sûr, il en faut un peu, mais on a quand même ce rapport au temps qui est faussé. On veut se déplacer de plus en plus vite, et en plus de ça, on veut payer de moins en moins cher. Donc, par exemple, ça nous semble normal pour nous aujourd'hui d'acheter un t-shirt le moins cher possible. On sait qu'un vêtement, en moyenne en Europe, il est porté 7 fois avant de finir à la poubelle. Voilà, c'est quelque chose de très très concret. Et donc, comme on veut payer de moins en moins cher un vêtement pour le porter de moins en moins souvent, eh ben, on va de plus en plus se produire de coton, jeter de coton et polluer les rivières par tous les liants liés aux teintures qui sont les premières causes de pollution des eaux. Donc, on n'a pas c'est toujours pour un arrangement individuel et égoïste. On n'a plus cette relation de recoudre quand c'est déchiré, de réparer quand c'est cassé. On a trop facilement le réflexe de racheter quelque chose d'autre, quoi. C'est presque autodestructeur, on dirait. C'est complètement autodestructeur, puisque on sait qu'aujourd'hui, nos ressources, ça
nuisent. On le voit avec le pétrole, on le voit avec le gaz, on le voit avec les matières premières. Voilà, donc on peut s'interroger. Je regarde sur des choses très simples, par exemple sur notre façon de consommer, en comparant le blé au petit épeautre, un grain de blé donne en moyenne 1,5 épis, là où un grain de petit épeautre donne entre 12 et 15 épis, donc voilà, 10 fois plus. Et donc on peut changer notre alimentation en privilégiant les circuits courts, en mangeant plus bio, en mangeant plus local, je vais même pas dire en supprimant, mais en réduisant notre consommation de viande. Moi, ça fait 30 ans que je mange plus de viande, je m'en porte très bien, mais je veux pas, dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Mais par contre, on peut s'intéresser sur ce qu'on achète, ce qu'on consomme. Est-ce que c'est bon pour la planète? Est-ce que c'est bon pour nous? Et généralement, c'est très lié. Ce qui est le meilleur pour la planète, c'est le meilleur pour nous. Donc, il y a même pas ce besoin de se dire on va se sacrifier, on va se priver. Non, on peut très bien manger, très bien consommer, très bien en étant beaucoup plus attentif. Ça passe par le fait de regarder les étiquettes, ne serait-ce que ça, quoi, déjà. Et puis, voilà, regarder, prendre nos responsabilités davantage, quoi. Et peut-être plus de conscience aussi et de présence, parce que j'ai l'impression que le but, c'est aussi de tellement se détacher du corps, de tellement se détacher du présent pour le rendre presque supportable dans les choses qu'on peut vivre. C'est exactement ça. C'est une grande partie de notre consommation est une compensation. C'est parce qu'on se sent vide de nous, de l'essentiel, de notre dimension spirituelle, de notre lien avec l'âme, qu'on va chercher dans les cultures modernes à remplir en étant quelqu'un socialement, en étant quelqu'un financièrement, et donc c'est le manque de spiritualité, le manque d'essence qui nous fait compensé par des biens matériels souvent complètement inutiles et souvent complètement destructeurs pour l'environnement, quoi. On a cette notion, par exemple, qu'on a inventée, qui est complètement délirante, la notion de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, qui fait que des ingénieurs réfléchissent pour voir comment une machine à laver peut durer moins longtemps pour en acheter plus souvent. C'est du délire. Donc on vit une période particulière quand même, hein. C'est très particulier et en même temps, on voit bien que dans le message que vous portez dans Etugem, c'est vraiment aussi cette authenticité, cette véritable relation à soi, je dirais aussi, au-delà de pas simplement le groupe, mais une vérité de retour à soi. C'est ça. On a vraiment besoin, parce qu'on s'est éloigné de nous, on a besoin de passer plus de temps avec nous, plus de temps dans la nature pour sentir ce qui nous anime vraiment et réaliser que notre plus grande blessure, c'est la coupure d'avec l'environnement, de la coupure avec le sacré, la coupure avec l'âme, et qu'on a besoin de se relier à ça. C'est ça qui nous nourrit profondément. Quand on est fatigué, quand on est découragé, c'est d'être relié à une dimension plus large qui nous anime. Et donc, pour ça, ça demande de passer un peu plus de temps seul, un peu plus de temps à méditer, à revenir sur l'essentiel, à se poser des questions essentielles. Quelle est ma place sur la Terre? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire dans ma vie? Ne serait-ce que cette question-là. Moi, j'ai une méditation que je pratique tous les jours. Si aujourd'hui était ma dernière journée, qu'est-ce que je ferais? Et si on se pose cette question, on va obligatoirement aller à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est de prendre soin. Prendre soin de nos amis, de notre famille, de notre environnement, de nos animaux, de notre jardin. Et en ayant une vraie réflexion sur ce prendre soin, on vit beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui, en étant beaucoup plus stable dans la durée. Oui, et finalement, quand on l'entend comme ça et quand on se le rappelle, et peut-être grâce à cette méditation, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué. Non, c'est ni si compliqué, ni si contraignant. On nous dit souvent, oui, moi je veux pas retourner à la bougie. Il n'est pas question de ça. On est un peuple en évolution. On évolue toujours. Donc on apprend. Les technologies nous permettent d'avoir une meilleure vie. Mais c'est toujours pareil. On a besoin de nourrir deux pôles. Le pôle qui est le pôle Yang, le pôle de la découverte, du développement, et le pôle Yin, qui est le pôle de la méditation,
mission, du sens, de la quête de l'essentiel. On a besoin de rassembler ces deux pôles, puisqu'on vit aujourd'hui une période de l'humanité où toutes les populations se rencontrent. On peut à la fois étudier la méditation et étudier les neurosciences, développer son habitat et rendre hommage aux esprits de la maison. C'est absolument pas contradictoire, et je crois que c'est la particularité de cette période si sensible, c'est l'invitation à aussi bien plonger en nous, dans notre dimension spirituelle, que de développer un développement matériel qui ait du sens, qui ait de l'intégrité, qui ait de l'éthique, etc. C'est ça qu'on vit en ce moment. C'est le message, c'est complètement le message du film, le message des Tugen. C'est pour ça que on a autant interviewé dans le film des chamans, des hommes médecine que des scientifiques, des médecins, des philosophes, pour avoir cette vue d'ensemble global sur notre humanité. J'ai l'impression que vraiment ce message-là, justement, qui veut remarier deux mondes un peu démariés, en tout cas en apparence, qui est le monde moderne et le monde de la sagesse ancestrale, que derrière le message, c'est une recherche de guérison dans l'équilibre. C'est exactement ça. Et cet équilibre, il passe par à la fois un développement individuel et un développement collectif. Les peuples premiers, depuis la nuit des temps, ont toujours mis le focus sur le développement du collectif, c'est-à-dire comment bien vivre ensemble, comment bien vivre avec nos enfants, avec nos parents, avec nos vieux, avec nos malades. Donc il y a toujours, dans tous les peuples premiers que j'ai pu rencontrer, que ce soit dans les déserts du Sahara ou que ce soit dans les plaines de Mongolie ou ailleurs, il y a toujours une solidarité, même dans des pays pauvres, il y a une solidarité, un échange. Chez nous, dans les pays riches occidentaux, on a vraiment privilégié le développement, ce qu'on appelle le développement personnel, qui a du bon, et on a appris beaucoup de choses avec le développement personnel, sur la psychologie, sur nos besoins, etc. Mais depuis 40 ans que le développement personnel se développe partout, est-ce qu'on peut dire que collectivement on va mieux ? Je suis pas sûr en fait. Oui. Et donc on a besoin de mieux intégrer les cellules familiales, les cellules sociétales, les cellules de voisinage, les tribus, les clans. On a besoin de retrouver cette vie-là, parce que simplement de prendre soin de notre confort, ça ne nous rend pas heureux. Sinon, l'Occident serait complètement épanoui, mais on est les plus dépressifs, alors qu'on a des moyens matériels démesurés. Il y a quand même 1,5 milliard de personnes sur la planète qui vivent avec moins $1 par jour. Donc on est en France, enfin en Europe, quels que soient nos moyens, on est quand même privilégiés quelque part. On n'est pas, même si je suis conscient aussi de tous les seuils de pauvreté qui sont difficiles en France, mais disons qu'il y a quand même tellement de pays dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas. Donc on est quand même on est quand même privilégié sur un plan, et on est en revanche défavorisé sur un plan spirituel. Donc je crois qu'on peut, plutôt que d'opposer, réunir, rassembler et avoir une quête spirituelle tout en étant dans un développement matériel. C'est absolument pas contradictoire. Finalement, c'est aussi ça le vrai partage de richesse. C'est ça le partage de richesse. La richesse, c'est pas que ce n'est pas que donner de l'argent. Nous, quand je dirige une fondation, une association humanitaire, et donc on aide quand on va dans certains pays, que ce soit en Mongolie, au Maroc, etc. Mais on reçoit aussi beaucoup, et on a besoin d'être dans cet échange, de recevoir la sagesse, d'aider là où on peut aider. Et si chacun aide un petit peu, ça irait tellement mieux, quoi. On n'est pas loin, en fait, mais on a besoin parce que les ressources, on les a, on a besoin d'une prise de conscience et de devenir plus sensible. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. On a l'impression qu'on y va, même si c'est encore un petit peu jeune, mais que c'est en cours. Et jeune, ça me permet de faire le lien justement avec les jeunes générations qui ont un autre. Moi, j'ai une grande foi dans les jeunes générations, et je fais mon possible pour les encourager, les aider, parce qu'il y a une autre culture. Beaucoup de jeunes de 20 ans n'ont plus le même fantasme de se dire dans 10 ans je vais avoir acheté ma maison, ma voiture. On est beaucoup plus dans le partage, donc. Moi, je suis confiant quand même dès lors qu'on intègre cette sagesse qui nous vient des anciens pour regarder vers le futur. Et finalement, ce partage, c'est aussi, donc, que ce soit pour les jeunes générations, un partage de compétences, et donc pour ces sagesses ancestrales aussi,
C'est ça. On a en fait énormément de compétences de plein de points de vue. On a appris les peuples d'Orient, l'Inde, etc. étudient l'esprit depuis la nuit des temps. Donc il y a une grande sagesse qui est une forme de richesse et on peut échanger. On peut aujourd'hui facilement se former à la méditation. On n'a pas besoin d'être bouddhiste ou hindouiste pour méditer et donc on peut vraiment. En fait, c'est une quête de cohérence, de faire en sorte que nos actions soient plus en lien avec nos valeurs. Et c'est comme ça qu'on est heureux et épanoui. Il n'y a pas autrement. Oui, vraiment dans la congruence et aussi dans la présence à l'instant. Merci beaucoup Arnaud Rioux pour déjà toutes vos actions, l'inspiration. Et merci aussi pour ce film Etugen que j'encourage évidemment tout le monde à aller le voir si c'est pas déjà le cas. Et d'aller consulter aussi parmi vos, je crois, 17 ouvrages aujourd'hui, et notamment le dernier également. C'est ça. Donc merci encore pour ce temps partagé et cette pleine présence. Avec plaisir. Le bon plan de Melika. Alors, si vous avez bien suivi, vous comprenez l'intérêt de visualiser. Et pourquoi pas maintenant de le faire par écrit. Faites votre visualisation. Notez les étapes, l'objectif et les ressources dont vous avez besoin. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.